Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous m'entendez, faites-moi signe. Donc, écrivez oui au moins. Vous m'entendez? Oui, Très bien. Donc, on peut commencer. Donc, nous allons aborder aujourd'hui les métastases. Donc, après l'éthiopathogénie des cancers, nous allons voir les métastases. D'accord? Et là, donc, les objectifs du cours donc, peuvent être résumés en ces quelques points. Donc, c'est surtout de comprendre les différents mécanismes donc, qui aboutissent aux métastases. Donc, comment est-ce qu'une cellule, une cellule cancéreuse bien entendu, va franchir les différents obstacles et va arriver à d'autres territoires. Elle va conquérir d'autres territoires. Le deuxième point, c'est de connaître les principales voies de dissémination, c'est-à-dire les différentes voies que cette cellule va emprunter donc, pour arriver donc, à d'autres territoires. Et bien entendu, c'est de connaître les différents aspects anatomopathologiques. Quand je dis anatomopathologique, ça veut dire aussi bien macroscopique que microscopique des métastases. D'accord? Et là, donc, on va commencer par une petite définition. Donc, les métastases, elles constituent en fait la phase générale du cancer. Parce que le cancer, quand il commence d'abord dans une structure d'un organe, d'accord? Puis il va gagner un petit peu de terrain, il va donc se propager de plus en plus dans le même organe. Par la suite, c'est une diffusion plutôt donc de proche en proche, quand on dit de contiguïté, c'est-à-dire vers les organes qui lui sont proches. C'est l'extension loco-régionale. Et par la suite, c'est carrément l'extension ou donc la dissémination à distance. C'est ce qu'on appelle la métastase. D'accord? La métastase, c'est la présence d'une autre tumeur dans d'autres organes à distance de la tumeur primitive. D'accord? Et donc, c'est spécifique. Le fait de donner des métastases, c'est spécifique aux tumeurs malignes. Comme vous l'avez vu, donc vous avez dû voir ça, donc les tumeurs se divisent en tumeurs bénignes et tumeurs malignes. Ce n'est que les tumeurs malignes, qu'on appelle communément donc cancer, qui peuvent donner des métastases. Les tumeurs bénignes ne donnent jamais de métastases. D'accord? Et justement, les métastases font toute la gravité de ce processus cancéreux et contre-indiquent le plus souvent toute exérèse. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire tout simplement qu'au stade métastatique, ça ne sert à rien d'opérer donc le cancer, puisqu'il est déjà disséminé. Donc, il vaut mieux utiliser d'autres traitements à visée générale, tels que la chimiothérapie, par exemple. D'accord? Quoique, donc on l'a dit, donc contre-indique en général, parce qu'il y a toujours des exceptions. Des fois, surtout quand il s'agit de métastases uniques, la chirurgie a toute sa place et toute son indication. D'accord? On passe. Voilà. Et la fréquence des métastases diffère en fonction donc, des cancers en question. D'accord? Les gliomes, par exemple, les gliomes, c'est les cancers donc, du cerveau. D'accord? C'est donc des tumeurs cérébrales. Les gliomes, ce sont les tumeurs cérébrales qui prennent donc naissance à partir du parenchyme cérébral. Cela donc donne habituellement très peu de métastases, ne donne pas de métastases viscérales, disons. D'accord? Mais les gliomes se propagent plutôt par le LCR. Les carcinomes notamment cutanés, donnent très rarement des métastases. Quand je parle de carcinome cutané, là, je parle plutôt donc de carcinome basocellulaire. Vous allez voir donc à malignité plutôt locale. À l'inverse, les mélanomes, par exemple, les mélanomes qui sont souvent cutanés, là, ils donnent souvent des métastases. Les mélanomes, les cancers bronchiques, donc bronchopulmonaires, sont souvent l'objet donc de dissémination métastatique. Donc vous voyez finalement la fréquence des métastases varie en fonction donc, du type de cancer. D'accord? C'est pas que tous les cancers donnent rapidement des métastases, mais c'est vraiment cancer dépendant. Et voici donc un schéma qui résume donc les différentes voies que peut emprunter les cellules tumorales donc pour aboutir aux métastases. Pardon. Donc, non.
toujours la précédente, voilà, pour dire que la tumeur primitive peut emprunter différentes voies. Parce que là, on arrive aux voies de dissémination des cancers. Et bien, quelles sont les principales voies? Les principales voies, c'est la voie hématogène, c'est-à-dire les cellules cancéreuses empruntent les vaisseaux sanguins, comme elles peuvent emprunter les vaisseaux lymphatiques. Ce sont les deux voies principales de dissémination métastatique. D'accord? Donc, soit les vaisseaux sanguins, soit les vaisseaux lymphatiques. D'accord? Et là, donc, c'est l'apanage aussi bien des… Donc, on va voir. Le détail, on va le voir par la suite. Les lymphatiques qui vont donner surtout, donc quand on emprunte la voie lymphatique, ça va donner plutôt des métastases ganglionnaires. La voie hématogène, ça va donner plutôt des métastases viscérales. D'accord? Il y a d'autres voies, quand on parle de voies donc, accessoires, qui ne sont pas très fréquentes. On peut parler de la voie iatrogène, par exemple la dissémination le long d'un trajet, un trajet de ponction, un trajet de biopsie, etc. C'est très rare, donc ce mode de propagation est très rare et ça ne doit en aucun cas limiter donc l'usage d'une biopsie ou d'une ponction vu donc c'est-à-dire à chaque fois il faut peser le pour et le contre, d'accord? Mais finalement donc ça ne contre-indique pas ces gestes-là. D'accord? Mais c'est un geste, c'est un risque à connaître. Il y a aussi donc l'essaimage direct à partir donc des cavités naturelles. C'est le cas, on a parlé donc du LCR, par exemple donc les tumeurs cérébrales où les cellules tombent directement dans le LCR. On peut aussi parler par exemple des cavités, de la cavité péritonéale, donc où les métastases ovariennes sont très fréquentes. D'accord? Tout au long des gaines et donc des gaines nerveuses, c'est l'apanage de certains types de cancers, notamment les cancers de la prostate, qui ont donc préférentiellement un tropisme nerveux, donc ils se propagent le long des nerfs. D'accord? Et là, donc, on va détailler les deux voies donc, principales de dissémination. On commence par la voie lymphatique. C'est la voie la plus fréquente, c'est-à-dire il faut garder en tête donc que la voie lymphatique est la voie la plus fréquente. Elle concerne particulièrement les tumeurs malignes épithéliales. Vous allez voir, donc, je ne sais pas si vous avez vu donc, la classification des tumeurs, mais il y a des tumeurs donc, épithéliales et il y a des tumeurs conjonctives. Là, c'est plutôt les tumeurs donc, ça concerne surtout les carcinomes, donc c'est ce qu'on appelle les tumeurs épithéliales. Quand on dit qu'une voie de dissémination concerne surtout un type de cancer, ce n'est pas exclusif, d'accord? On dit que ce n'est pas une science exacte, c'est-à-dire on ne peut pas dire que la voie lymphatique ne concerne que les tumeurs épithéliales, ça c'est faux. D'accord? Ça concerne surtout, ça concerne particulièrement les carcinomes. D'accord? Donc, c'est une voie préférentielle de dissémination pour les carcinomes. Mais cela n'empêche pas que d'autres types de cancers peuvent emprunter cette voie, mais plus rarement. D'accord? Et donc, le fait d'emprunter la voie lymphatique peut être responsable de deux ordres, disons, de faits, de deux cas de figure en quelque sorte. On a soit la lymphangite, ce qu'on appelle la lymphangite carcinomateuse, soit les métastases ganglionnaires. D'accord? La lymphangite carcinomateuse, c'est quoi? C'est une sorte de débâcle tumoral intralymphatique, c'est-à-dire il y aura vraiment un afflux très important de cellules cancéreuses dans la lymphe. Et là, donc, on va observer quoi? On va observer une dissémination massive au niveau des séreuses surtout, donc de la plèvre, du péritoine par exemple. D'accord? Et l'aspect macroscopique est typique. On parle d'un aspect réticulé ou un aspect miliaire. C'est carrément un aspect qui ressemble à la miliaire tuberculeuse. Vous voyez, par exemple, un poumon infiltré par de tout petits nodules blanchâtres qui peuvent prêter à confusion avec une miliaire tuberculose, par exemple. C'est ça ce qu'on appelle la lymphangite carcinomateuse. Donc, on l'a dit, donc c'est une arrivée massive de cellules tumorales dans la lymphe. D'accord? Et dans la conséquence, c'est cette lymphangite carcinomateuse, c'est ces métastases au niveau des séreuses. Mais c'est un phénomène, il faut garder en tête que ce n'est pas très fréquent. OK? On continue. Voilà donc une image d'un vaisseau lymphatique qui est rempli de cellules tumorales. Et là, donc, notamment, il s'agit de cellules carcinomateuses.
D'accord? Donc voilà, donc des cellules carcinomateuses qui empruntent les vaisseaux lymphatiques. Ça, c'est typique et c'est des choses, c'est des éléments qu'on doit préciser dans le compte rendu anatomopathologie, c'est-à-dire est-ce qu'on retrouve des vaisseaux lymphatiques envahis, est-ce qu'il y a des emboles lymphatiques ou pas, parce que c'est un élément pronostique très important. On passe à la deuxième conséquence de cette voie lymphatique, c'est les métastases ganglionnaires. On l'a dit, donc la principale, disons, conséquence de la voie lymphatique, c'est quoi? C'est les métastases ganglionnaires. D'accord? Et donc, le siège de ces métastases dépend en fait du drainage lymphatique de l'organe où est apparu le cancer. On donne souvent l'exemple donc du cancer du sein, où par exemple on a un nodule donc au niveau du cancer donc n'importe quel cadran, mais plus préférentiellement au niveau du cadran, par exemple supéro-externe du sein. Les ganglions, bien entendu, la première chaîne ganglionnaire atteinte, c'est quelle chaîne? C'est la chaîne axillaire. D'accord? Donc on a en quelque sorte donc un certain ordre dans l'apparition des métastases. Et je le dis et je le redis à chaque fois, on le dit donc en général. En général, il y a un ordre à respecter. Mais bien sûr, donc, pas mal de relais ganglionnaires peuvent être shuntés pour, c'est-à-dire donc, l'exemple, le meilleur exemple, c'est les cancers digestifs qui donnent des métastases susclaviculaires. D'accord? Susclaviculaire gauche notamment. On peut avoir également donc, des cancers digestifs qui peuvent donner des métastases cervicales, mais c'est rare. D'accord? Le plus souvent, donc, les relais ganglionnaires, les premiers relais ganglionnaires atteints sont ceux qui drainent en premier, qui se trouvent donc en premier sur le chemin de la lymphe. D'accord? Et comment peut-on reconnaître un ganglion métastatique? Donc, le ganglion métastatique est le plus souvent augmenté de volume, donc il est palpable, on parle carrément d'adénopathie et non plus de ganglion. De forme sphérique, il est plutôt ferme, dur parfois, et il peut être fixé au tissu voisin. D'accord? Ceci dit, on va le voir, donc un ganglion augmenté de volume ne veut pas dire systématiquement ganglion métastatique. D'accord? On peut avoir, donc, dans le cadre d'un cancer, de gros ganglions, mais qui sont uniquement donc, réactionnels. Donc, la preuve histologique est très importante. Le type histologique donc, de la métastase est le même. Donc, le type histologique est le même que celui de la tumeur primitive. C'est-à-dire, si j'ai à la base donc, un adénocarcinome, la métastase serait un adénocarcinome. Si j'ai à la base un sarcome, la métastase serait un sarcome. Si j'ai un mélanome, j'aurai un mélanome. C'est-à-dire, un mélanome ne va pas donner un sarcome. D'accord? C'est ça, donc c'est que le type histologique, il est respecté. Alors que le degré de différenciation n'est pas toujours le même. Le degré de différenciation, c'est quoi? Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais normalement, vous l'avez vu dans la cellule cancéreuse. C'est un cours que vous venez juste de voir. Le degré de différenciation, c'est quoi? C'est le degré de ressemblance, disons, de la cellule cancéreuse à la cellule normale. Et on dit généralement, plus la cellule cancéreuse ressemble à la cellule normale dont elle est issue, bien sûr, plus le cancer est de meilleur pronostic. D'accord? Donc, c'est ça le degré de différenciation qu'on appelle également le grade tumoral. Donc, il y a le grade 1, grade 2, grade 3. Le grade 1, c'est le bien différencié. Le grade 2, c'est le moyennement différencié. Le grade 3, c'est le peu différencié. D'accord? Mais le degré de différenciation a peu d'importance dans les métastases. D'accord? Le degré de différenciation, le grade tumoral est très important dans la tumeur primitive. C'est-à-dire, on grade la tumeur primitive, on ne grade pas la métastase. Parce que la métastase, c'est bon, elle est déjà là. D'accord? Donc, elle peut changer, c'est-à-dire un bien différencié peut donner une métastase peu différenciée, un moyennement différencié peut donner donc une métastase bien différenciée, etc. D'accord? Donc, peu importe le grade dans les métastases. La topographie, donc c'est-à-dire le siège de la métastase et l'aspect histologique de la métastase peuvent parfois orienter vers un siège de la tumeur initiale. D'accord? Si par exemple la tumeur initiale n'est pas encore connue, et c'est le cas, je vous ai parlé donc du cancer du sein, quand on retrouve une métastase ganglionnaire au niveau donc des ganglions axillaires, le premier cancer auquel, surtout s'il s'agit d'une femme bien entendu, le premier cancer auquel on pense, c'est le cancer du sein.
D'accord? La même chose, par exemple, donc, une métastase plutôt, les métastases cervicales, donc les ganglions cervicaux, métastases au niveau des ganglions cervicaux, on pense plutôt à un cancer ORL, donc la sphère ORL, etc. D'accord? On continue. Voilà donc quelques images donc histologiques. Là, c'est les ganglions. Ça, c'est les follicules lymphoïdes d'un ganglion normal, d'accord? Et tout ça, c'est pathologique. Tout ça, c'est la tumeur. Donc, on dit que voilà, donc on reconnaît un parenchyme ganglionnaire. Là, c'est du ganglion. Et là, c'est de la tumeur. Donc, une métastase ganglionnaire. C'est un aspect typique, donc histologique d'une métastase ganglionnaire. La même chose là, c'est le même ganglion, mais vu un plus faible grossissement. Regardez, donc ça, c'est tout le ganglion. C'est ce qu'on reconnaît du ganglion. Tout ce que vous voyez en foncé, c'est ce qui reste du ganglion. Alors que tout ça, c'est le tissu tumoral. Donc, c'est un ganglion carrément détruit par un tissu cancéreux. Et quand on voit au plus fort grossissement, qu'est-ce qu'on voit? On voit une sorte de tube. D'accord? Et le cancer qui dessine des tubes, c'est ce qu'on appelle l'adénocarcinome. D'accord? Donc, une métastase ganglionnaire d'un adénocarcinome. D'accord? C'est compris? On continue. Et on vient de le dire, donc un ganglion augmenté de taille peut ne pas être métastatique, c'est-à-dire il peut être seulement réactionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a une immunité donc, qui est mise en jeu dans le processus cancéreux. Quand il y a un cancer, donc le système immunitaire il est boosté parce que la cellule cancéreuse, elle est considérée par l'organisme comme un corps étranger contre lequel il faut lutter parce qu'il ne reconnaît pas en quelque sorte la cellule cancéreuse. Donc le système immunitaire va être activé et c'est pour cela qu'on va retrouver des ganglions augmentés de taille sans pour autant qu'ils soient métastatiques. Donc cliniquement, ça va être considéré comme des ganglions métastatiques parce que tout ganglion augmenté de taille, cliniquement, il est considéré comme métastatique, mais bien entendu, par la suite, c'est l'anapathe qui va confirmer ou infirmer donc cette métastase. D'accord? Donc, tout ganglion augmenté de volume ne veut pas dire forcément ganglion métastatique. D'accord? Et les cancers, donc, les plus lymphophiles, ça veut dire qui préfèrent donc une dissémination par voie lymphatique, qui aiment la dissémination lymphatique, c'est quoi? C'est surtout donc les carcinomes du sein, donc les cancers du sein, les tumeurs du testicule, certains cancers du testicule qu'on appelle les séminomes. Il y a le carcinome papillaire de la thyroïde qui donne souvent des métastases ganglionnaires, le carcinome du col utérin et aussi les mélanomes. Les mélanomes, je vous ai dit, donc c'est un cancer cutané qui est donc très grave, qui est donc les mélanomes qui sont très agressifs, qui sont des tumeurs très agressives. D'accord? Donc, on a terminé avec la voie lymphatique et on commence, donc on passe à la voie hématogène. Quand on dit hématogène, ça veut dire quoi? Donc, c'est tout simplement, c'est les cellules cancéreuses qui vont emprunter quoi? Qui vont emprunter les vaisseaux sanguins et non pas lymphatiques. C'est également une voie très importante, très fréquente de métastase. D'accord? Et là, donc, cette voie, elle concerne plutôt les sarcomes, c'est-à-dire les tumeurs conjonctives malignes. D'accord? Donc, on a préférentiellement les sarcomes, mais également quelques carcinomes. D'accord? Il n'y a jamais une voie exclusive. D'accord? Mais schématiquement, on dit que la voie lymphatique, c'est plutôt donc celle des carcinomes et la voie hématogène, c'est plutôt donc la voie de dissémination des sarcomes. D'accord? Elle est responsable, on l'a déjà dit, donc des métastases viscérales. Et le siège donc des métastases par dissémination hématogène, donc par les vaisseaux sanguins, dépend en premier donc du mode de drainage de l'organe, bien entendu où le cancer a eu lieu. Donc si l'organe est drainé par par les veines portes, comme c'est le cas par exemple des différents organes digestifs. Ça va donner plutôt des métastases hépatiques. En cas de drainage des veines caves par les veines caves, ça va donner plutôt des métastases pulmonaires. Et en cas de drainage par les veines pulmonaires, ceci donne plutôt des métastases systémiques, donc cerveau, os, c'est-à-dire n'importe quel organe pourrait être atteint. D'accord? Mais ça, la même chose, donc c'est schématique. Vraiment, donc, quand on retrouve une métastase hépatique, par exemple, on pense en premier
un cancer digestif. Quand on retrouve une métastase pulmonaire, on pense plutôt donc à des organes drainés par la veine cave, par exemple quoi? Ça peut être c'est surtout donc les organes un petit peu thoraciques. Et enfin, les veines pulmonaires qui peuvent donner des métastases, on l'a dit, donc déjà donc des métastases systémiques. Là, on va aborder donc un autre volet, c'est le délai d'apparition des métastases viscérales, donc on est toujours dans la voie hématogène, par rapport au cancer primitif. D'accord? Il y a 3 cas de figure. Donc les métastases peuvent être révélatrices de la tumeur primitive. D'accord? Révélatrice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tumeur finalement, donc la tumeur primitive, le cancer primitif n'est pas encore connu. Et c'est la métastase qui va révéler le cancer. Comment? On peut prendre l'exemple donc d'une femme de 40 ans qui est tombée de sa propre hauteur. D'accord? Elle tombe de sa propre hauteur et elle fait une fracture du fémur. Là déjà, c'est pas tout à fait commun, c'est pas habituel. À 40 ans, on n'a pas d'ostéoporose, donc il n'y a pas de raison qu'on fasse une fracture du col à cet âge. D'accord? On fait une radio et là on retrouve certes le foyer fracturaire, mais on retrouve également une image pathologique. Et donc le chirurgien, l'orthopédiste, quand il fait donc son plâtre, là, quand il ouvre la patiente carrément donc pour mettre un matériel, un clou là, donc il prélève du tissu et là, donc du tissu qui paraît pathologique bien entendu, et il l'envoie à l'anapathe. Et là, l'anapathe répond métastase d'un processus carcinomateux. Donc malade, elle doit être explorée et au cours de l'exploration, on retrouve un nodule mammaire, un petit nodule mammaire, donc d'1,5 centimètre, qui est passé inaperçu, donc qui était cliniquement silencieux, mais c'est la métastase carrément qui a révélé la tumeur primitive. C'est ça, les métastases révélatrices. D'accord? Il y a aussi ce qu'on appelle les métastases contemporaines de la tumeur primitive, c'est-à-dire c'est une métastase en quelque sorte synchrone. Elle va apparaître en même temps que le cancer. C'est relativement rare et elle est généralement découverte lors du bilan d'extension. Parce que quand on découvre un cancer, quand on diagnostique un cancer chez un patient, on lui fait un bilan d'extension. Un bilan d'extension, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend un scanner thoracique, abdominopelvien, donc une radio du thorax, etc. D'accord? Une scintigraphie osseuse, etc. pour voir l'étendue des dégâts en quelque sorte, l'extension de ce cancer. Est-ce qu'il est encore au stade local ou est-ce qu'il est déjà métastatique? Le fait de découvrir des métastases à ce stade-là, on parle donc de métastases contemporaines. Contemporaines de quoi? Contemporaines du cancer primitif. D'accord? Et comme ces métastases peuvent survenir donc à tout moment de l'évolution du cancer, et là, donc, on parle de métastases métachrones. D'accord? Les métastases métachrones, c'est-à-dire elles apparaissent donc, au cours de l'évolution du cancer. Et ce que vous devez garder en tête, c'est qu'il y a des cancers qui donnent des métastases même donc, très à distance, disons, après plusieurs années, voire des dizaines d'années d'évolution, donc de rémission carrément. C'est pour ça que dans le cancer, c'est rare qu'on parle de guérison, il s'agit plutôt de rémission. Et les cancers donc, qui peuvent donner des métastases très à distance, par exemple, c'est-à-dire pas très à distance, mais très tardivement au cours de l'évolution, on cite surtout les cancers du sein et les cancers de la thyroïde, d'accord, qui peuvent donner donc des métastases à 15-20 ans d'évolution. D'accord? Ok, donc on continue. Donc l'aspect de ces métastases viscérales sont comment? Donc macroscopiquement, le plus souvent, il s'agit de nodules. Il peut être unique ou plus souvent multiple. Donc il s'agit plutôt donc, de nodules multiples qui donnent au niveau du foie, par exemple, une hépatomégalie qu'on appelle une hépatomégalie marronnée. Vous allez voir pourquoi marronnée, parce que ça donne un aspect en marron. C'est-à-dire, donc on va voir l'aspect. Et au niveau du poumon, c'est le classique lâcher de ballon. La même chose, c'est les métastases multiples au niveau du poumon qui donnent donc, au télé-thorax un lâcher de ballon.
leur taille est variable, sans corrélation avec la taille de la tumeur primitive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un petit cancer peut donner de grandes métastases, là, donc un grand cancer peut donner de petites métastases, il n'y a pas de corrélation de taille. D'accord? Et les métastases osseuses, donc ça rentre toujours dans les métastases viscérales, donc elles sont plutôt ostéolytiques. Elles sont le plus souvent ostéolytiques, et c'est pour ça qu'on a souvent des fractures, donc fractures au niveau des os longs, ou là les tassements, surtout au niveau des vertèbres. D'accord? Ces métastases osseuses peuvent parfois être ostéocondensantes, c'est-à-dire elles vont carrément donc sécréter une substance donc osseuse, et là donc, ça donne un aspect de vertèbres en ivoire, par exemple. Et c'est le cas surtout, donc, quand on retrouve donc, des métastases ostéocondensantes, c'est l'apanage surtout du carcinome de la prostate. Donc, on pense directement au cancer de la prostate, d'accord? Qui donne plutôt des métastases osseuses ostéocondensantes que ostéolytiques. Voici donc un aspect d'un poumon criblé de nodules. C'est ça ce qu'on appelle le lâcher de ballon, même si le lâcher de ballon, donc on n'a pas souvent l'occasion de le voir donc, sur pièce. Donc ça, c'est une pièce donc, prélevée sur le cadavre. Mais sinon, donc, c'est rare de trouver. On retrouve plutôt l'aspect en lâcher de ballon sur des téléthorax. D'accord? Et là, donc, c'est l'aspect en marron. Voilà, donc le foie avec donc, ces multiples nodules. Regardez, donc c'est ces nodules un petit peu donc festonnés, et c'est ça qui donne donc l'aspect en marron, donc en châtaigne en quelque sorte. D'accord? Et là, donc c'est des images donc, de métastases osseuses, ostéolytiques. Vous voyez donc là, donc plein de petites cavités, donc un crâne carrément criblé de petites cavités. Donc, c'est ça l'aspect ostéolytique des métastases. Et là, c'est le contraire. Donc, c'est ce qu'on appelle donc, la vertèbre en ivoire. Donc, les foyers d'ostéocondensation au niveau donc, des métastases. Et là, bien entendu, au niveau osseux plutôt. Et là où on suspecte donc, un adénocarcinome prostatique. D'accord? Une origine prostatique à ces métastases. C'était donc sur le plan macroscopique. Là, on passe à l'histologie, c'est-à-dire au microscope. Comment est la métastase au microscope? Elle peut être du même type que la tumeur primitive. C'est ce qu'on a dit donc, il y a quelques minutes, c'est-à-dire un carcinome va donner un carcinome, un sarcome va donner donc un sarcome, un mélanome va donner un mélanome, un lymphome va donner un lymphome, etc. D'accord? C'est-à-dire le type histologique est le même. Alors que le degré de différenciation n'est pas toujours le même, mais là, ça ne doit pas nous inquiéter. D'accord? On l'a dit, donc peu importe le degré de différenciation des métastases. Donc, le degré de différenciation, certes, c'est un facteur pronostic. Le grade tumoral, c'est un facteur pronostic, mais qui doit être évalué au niveau de la tumeur primitive et non pas au niveau de la métastase. D'accord? Si la tumeur primitive n'est pas connue, c'est-à-dire en cas, par exemple, de métastase révélatrice, là, la topographie et l'aspect histologique de la métastase peuvent orienter vers le siège de la tumeur initiale. C'est ce qu'on vient de le dire. Donc, on a parlé donc, des métastases ganglionnaires, mais là, on peut parler d'autres choses. On peut parler des métastases hépatiques. Les métastases hépatiques où, donc, bien entendu, quand on découvre un nodule métastatique hépatique, les premiers cancers auxquels on pense plutôt donc, au côlon, colorectal, gastrique. D'accord? Donc, c'est les premiers auxquels on pense, les premiers cancers auxquels on pense. Voilà une image histologique d'un poumon. Là, on le reconnaît, le poumon, donc, grâce à ses alvéoles, donc optiquement vides, remplis d'air. D'accord? Et là, donc, c'est la métastase. Là, c'est une branche, une coupe au niveau d'une branche. Et là, donc, tout ce que vous voyez là, donc, c'est la métastase. C'est là où on parle donc du métastase pulmonaire d'un carcinome. Des cancers, comme on a vu, donc les cancers donc lymphophiles, là, pour les cancers hématogènes, on a dit donc elle intéresse surtout donc les sarcomes, mais également on a certains carcinomes. Quels sont ces carcinomes? Donc les carcinomes du rein, les carcinomes du foie et les carcinomes vésiculaires de la thyroïde. Si vous vous souvenez, on a parlé de carcinome papillaire de la thyroïde pour les métastases plutôt lymphatiques, parce que le carcinome, c'est deux types différents de cancer de la thyroïde, d'accord? Il y a le carcinome papillaire de la thyroïde qui donne plutôt des métastases ganglionnaires, il est plutôt lymphophile, alors que le carcinome vésiculaire de la thyroïde, il emprunte plutôt la voie hématogène, donc il donne plutôt des métastases, surtout des métastases osseuses.
D'accord? Pour les cancers donc ostéophiles, justement, donc, qui donnent souvent des métastases osseuses, on parle surtout du sein, des cancers du sein, du rein, de la prostate, de la thyroïde, et là, donc, c'est le cancer vésiculaire de la thyroïde, et bien sûr, les cancers bronchopulmonaires. D'accord? D'autres voies de dissémination existent, c'est ce qu'on appelle donc les voies accessoires en quelque sorte. Et donc, c'est comme ça qu'on parle de dissémination par voie cavitaire au niveau des séreuses. C'est l'apanage, l'exemple type, c'est le carcinome de l'ovaire qui s'accompagne souvent d'une dissémination métastatique au niveau du péritoine. On n'arrive pas vraiment à s'expliquer comment est-ce que l'ovaire donne des métastases au niveau du péritoine, mais là, c'est vraiment, on a l'impression que les cellules tumorales tombent carrément dans la cavité péritonéale. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle la voie cavitaire. Les gaines, donc le long des gaines des nerfs, on a parlé donc surtout le cancer de la prostate et les cancers de la vésicule biliaire et les voies biliaires en général, qui ont donc une affinité nerveuse. Dans le liquide céphalorachidien, donc c'est surtout les gliomes, on l'a dit, donc les tumeurs cérébrales surtout. Et la voie iatrogène, on en a parlé, c'est les trajets de ponction, de biopsie, etc. Et la dissémination par voie canalaire, qui est rare, mais elle existe. Et l'exemple type, c'est la coexistence, par exemple, chez le même patient, de plusieurs cancers. Par exemple, on a un cancer de la vessie et en même temps, on a un cancer de l'urétère. Comment expliquer ça? C'est-à-dire, on dit que c'est une dissémination par voie canalaire, on dirait la vessie. Donc, à partir de la vessie, les cellules ont migré et elles se sont arrêtées au niveau de l'urétère, de l'un des urétères. D'accord? Ou là, la même chose, le fait d'avoir un cancer du col et un cancer du vagin, le col utérin. Et là, donc, les cellules, en quelque sorte, donc, vont migrer et donner donc, un autre cancer au niveau du vagin. D'accord? Ça, c'est donc une voie de dissémination, mais gardez en tête que ces voies de dissémination sont rares. Donc, les principales voies de dissémination, c'est la voie lymphatique et la voie hématogène. Et là, voici donc un exemple. Donc, ça, c'est un filet nerveux. Et là, regardez ces glandes. Donc, on parle d'adénocarcinome. Quand ça dessine des glandes, on parle d'adénocarcinome. Et donc, là, c'est ce qu'on appelle un engainement périnerveux, c'est-à-dire un nerf qui est engainé, qui est donc entouré de structures cancéreuses. Et voilà, donc là, la même chose. Donc, c'est un schéma qui résume en quelque sorte l'évolution du cancer. Donc, il apparaît dans un organe et il a bien entendu donc un pouvoir prolifératif très important et il va essayer donc de migrer, d'infiltrer, donc d'abord de proche en proche, et là on parle d'envahissement loco-régional par contiguïté, c'est-à-dire il va donc prendre de l'ampleur au niveau du même organe et par la suite il va essayer d'envahir les organes adjacents. D'accord? Les organes tout à fait à côté. Et là, on ne parle pas de métastase, mais on parle plutôt d'un envahissement loco-régional par contiguïté. D'accord? Et bien entendu, par la suite, il va emprunter les différentes voies de dissémination que vous connaissez maintenant. D'accord? Là, on passe à la biologie des métastases. La biologie des métastases, en quelque sorte, comment est-ce que la cellule va migrer à partir d'un organe bien précis et elle va donc migrer et arriver jusqu'à un autre organe, tout en restant en vie et tout en gardant une capacité de proliférer. Donc, le processus métastatique consiste en une série d'étapes séquentielles reliées entre elles et qui représentent des obstacles. Donc, c'est-à-dire la cellule cancéreuse, pour donner des métastases, elle a des obstacles à franchir et à chaque fois qu'elle franchit un obstacle, c'est en quelque sorte une étape réussie et elle va donc à chaque fois, donc étape par étape, donc c'est des étapes à franchir jusqu'à aboutissement, c'est-à-dire jusqu'à la constitution des métastases.